Je vous propose que nous démarrions cette table ronde. Cette table ronde qui va s'inscrire dans la continuité à la fois de l'intervention de la journée d'hier et puis des interventions de ce matin qui étaient plus centrées sur la formation initiale et qui va peut-être un peu plus aborder la formation continue, mais vous verrez qu'il va faire tout à fait la transition. Donc nous avons appelé cette table ronde technologie, dispositifs numériques et mobiles pour un accès facilité au savoir en formation initiale et continue. Et puis formation aux usages des professionnels de santé et des PC, point d'interrogation. Alors, nous avons invité à cette table ronde 6 acteurs qui chacun ont un champ de compétences et un champ d'activité différent. Alors je vais peut-être commencer par les dames, si vous permettez. Je ne le fais pas dans l'ordre de passage, mais je reprendrai l'ordre de passage après. Donc Alice Mongenet, qui représente la société Elsevier Masson et que vous pouvez contacter, qui viendra là plus en tant que chef de produit e-learning chez Elsevier Masson. Lydie Canipel. Lydie, qui est une infirmière qui a travaillé cadre, qui a travaillé comme directrice au CERIT et qui est depuis maintenant quelques années secrétaire générale à l'Antel, à l'FTP l'Antel, dont on a parlé hier aussi, qui est la Société française de télémédecine et qui nous présentera ce qui a été développé dans le cadre effectivement de la formation à la télémédecine. Sont invités également donc Pierre Trudel, donc kinésithérapeute de métier et depuis plusieurs années maintenant donc chargé de mission à l'HAS. Et Pierre Trudel a été invité en sa qualité d'animateur et responsable donc d'un guide du e-learning qui est en cours, je dirais, de finalisation et dont il va nous parler effectivement, donc groupe qu'il a animé, et parmi nous, plusieurs d'entre nous avons eu le plaisir de participer à ce groupe de travail. Dans ce groupe également, Julien Canquetot représente la ZIP Santé et travaille notamment dans l'équipe qui est en cours de développement de la messagerie sécurisée de santé. Et c'est dans ce cadre-là que la ZIP Santé va intervenir. Déjà l'année dernière, plusieurs années, la ZIP Santé est présente à notre événement. Et donc, c'est dans le cadre du déploiement de cette messagerie sécurisée de santé dont vous avez la documentation à votre disposition. Et puis, sont invités également, je dirais, un peu des pionniers dans le domaine des développements. Alors, Guillaume Marchand, qui travaille effectivement, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, puisque il a été un des acteurs qui a soutenu le projet concernant la formation aux applications mobiles de santé. Donc, Guillaume présentera effectivement comment, dans l'ensemble des applications mobiles, il ciblera davantage la façon dont les applications mobiles peuvent aujourd'hui accompagner, je dirais, les formateurs et les apprenants dans tout ce qui est formation numérique et formation, je dirais, aux différentes applications mobiles, donc en formation initiale et continue. Et Jérôme Leleu est président d'Interaction Healthcare, une société aussi partenaire dont vous pourrez voir effectivement les différentes applications, très, je dirais, très dynamique d'une part, très avant-gardiste aussi. Je crois qu'il y a, alors ce qui est intéressant, Interaction Healthcare, il en dira 2 mots, mais c'est qu'il travaille aussi bien sur le volet éducation thérapeutique que formation. Et donc, je proposerai à Jérôme à la fin, pour ceux qui seront intéressés, de présenter aussi une démonstration de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ce que vous pourriez faire avec des serious games, même si, bien sûr, il y a des limites, mais il vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc nous allons démarrer cette table ronde en donnant la parole tout d'abord à Pierre Trudel. Donc Pierre Trudel, vous êtes chargé à l'HAS de ce projet de préparation de la formation e-learning, de ce guide, dans le cadre de la formation continue et du DPC. Alors, comment le contexte de ce guide est arrivé? Quelle est la démarche de ce guide et quels en seront les contenus dont vous nous dévoilerez un petit peu le calendrier de venue? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour répondre à cette question, vous avez dû entendre parler du DPC évidemment ces dernières années, même si effectivement c'est un process qui dure depuis longtemps au niveau de la formation continue et de l'obligation au niveau des professions de santé, et que la mise législative, en tout cas en musique du DPC, s'est effectuée sur les 2 dernières années, tant bien que mal.
Donc pour la HAS, on a une contribution en tout cas au développement de cet aspect dans l'élaboration d'une liste de méthodes et d'outils qui seraient à disposition des organismes DPC pour pouvoir être reconnus organismes DPC. Donc la HAS a publié une liste d'outils, de méthodes, disons, pédagogiques et d'outils de démarche qualité, d'évaluation des pratiques professionnelles ou d'amélioration de ces pratiques professionnelles. Et on a pensé évidemment au e-learning parce que c'était un aspect important. Et donc parmi ces outils-là, on a proposé un 4 pages de description de programmes de e-learning qui pourraient donc être reconnus comme DPC dans un contexte plutôt cognitif. C'est-à-dire que le DPC, si vous l'avez interprété, en tout cas c'est comme ça que nous, on l'interprète à la HAS, il y a une partie formation continue, une partie évaluation de ces pratiques professionnelles. Donc on doit détecter dans ces pratiques professionnelles des éléments d'amélioration et mettre en place un programme d'amélioration et de suivi d'amélioration de ces pratiques. Donc c'est vrai que quand on prenait l'ancien format formation continue et puis évaluation des pratiques professionnelles, qui étaient les deux grosses briques de départ qu'on a voulu assembler dans un DPC, la partie e-learning apparaissait comme étant plutôt une partie très théorique, très cognitive, très formation continue. Donc nous, quand on a commencé à explorer la littérature pour voir un petit peu comment le e-learning était utilisé, on a pu voir aussi que maintenant les technologies, les outils à disposition permettaient d'échanger davantage entre les personnes, de pouvoir faire des enquêtes à distance, de pouvoir évaluer les pratiques aussi à distance, de pouvoir animer des groupes aussi à distance, et que peut-être le e-learning pourrait à lui seul être une entité complète de DPC. Puisque jusqu'à maintenant, comme on le percevait, c'était de dire que le e-learning était la partie cognitive et qu'il fallait faire une partie évaluation de ces pratiques, soit en présentiel, soit avec d'autres éléments que les gens mettraient en place dans leur programme pour être reconnus comme un programme complet, reconnu comme DPC. Donc la réflexion nous a amené à mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. Donc on a fait un appel à candidature, on a interrogé les collèges professionnels, enfin pour déterminer des experts. C'était assez inhabituel par rapport au projet que la HAS initie habituellement. On a plutôt tendance, nous, à avoir des méthodes pour évaluer l'efficacité de certains traitements. Donc on sait bien faire des revues systématiques de littérature pour ces aspects-là. Mais pour ce qui est l'évaluation des méthodes pédagogiques, en tout cas, ou des moyens pédagogiques mis à notre disposition, c'était plus compliqué. Donc on s'était dit, on va mettre en place ce guide et on va essayer de l'évaluer sous un aspect peut-être moins taille de l'effet d'un programme sur l'amélioration des connaissances, mais plutôt sur la pyramide de Kirkpatrick dont vous avez entendu parler régulièrement. Et donc on s'est basé sur les 4 niveaux de Kirkpatrick pour évaluer les programmes de e-learning dans la littérature. Voilà, donc on a eu un groupe de travail avec les experts qui étaient sur toute la France, de différentes professions. Il y avait beaucoup d'infirmières. On a équilibré, même si elles ne représentaient pas une profession d'infirmière. On voyait qu'elles sont très impliquées dans la formation e-learning, beaucoup en formation initiale. La formation, disons, post-graduée, si on ne veut pas dire DPC ni formation continue maintenant, disons la formation après la formation initiale, ça apparaît aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être des approches qu'il faut différencier un tout petit peu. Donc cet aspect-là, pour le recrutement de nos experts, on a essayé de diversifier. On a un juriste, on a eu des gens aussi qui sont ingénieurs dans le domaine du e-learning pour avoir aussi un aspect technique dans ce guide. Et puis donc pour la partie analyse de la littérature, ça c'était plutôt la charge qui m'incombait. On a fait une évaluation sur les 15 dernières années en fait, des différents programmes de e-learning qui ont été utilisés pour des professionnels de santé. Donc il y a quelques revues systématiques de littérature sur le sujet qui montrent l'efficacité de certaines approches. Et puis il y avait aussi des essais contrôlés randomisés. Donc là aussi on a comparé donc une approche thérapeutique à une autre approche thérapeutique, comme on comparerait un traitement A à un traitement contrôle. Donc on a quand même des évaluations de ce type-là, mais nous on n'a pas après synthétisé avec un niveau de finesse sur la taille de l'effet de ces programmes, mais sur le niveau de Kirkpatrick, si c'était évalué donc entre satisfaction du participant, apport des connaissances, changement comportemental et amélioration des résultats cliniques du patient, ou intégration clinique en tout cas des données du patient. Donc on a un peu synthétisé sous ces tableaux-là, et on a pu donc faire une synthèse qui n'est pas trop mal par rapport à l'état de la littérature. Alors il faut bien comprendre que sur le fond, ce guide pour nous, c'est un moyen de mettre les gens sur des bons rails. On va dans ce guide, qui devrait sortir au 2e trimestre cette année, et donc je ne peux pas vous dévoiler toute la sortie, mais en tout cas les grands axes. On donne dans ce guide quand même des notions de combien de personnes sont nécessaires,
quelles sont disons la manière de construire un programme de e-learning, comment on construit éventuellement un storyboard, quels sont les outils à disposition quand on fait du e-learning. Donc on a essayé de donner quand même des briques techniques et aussi organisationnelles de gestion de projet d'un programme de e-learning, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tout de suite se mettre sur Internet en disant « moi je vais mettre un organisme de DPC, je vais mettre 3 diaporamas sonorisés en ligne et puis je vais aller chercher l'argent du DPC parce que ça sera un moyen de financer mon organisme facilement ». Donc pour nous, il fallait aussi calibrer, être pragmatique, en disant il ne faut pas non plus mettre la barre trop haute et permettre aux gens de rentrer dans cet univers. Mais d'un autre côté, on ne voulait pas non plus dévaloriser le niveau par rapport à toutes les personnes qui travaillent sur ce champ-là et qui ont fait avancer le système. Alors le problème, c'est que dans la littérature, les preuves d'efficacité de systèmes très élaborés, très évolués, n'ont pas été parfois très évidents à détecter. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un soutien de littérature très forte pour le moment, même si on sait qu'il y a une équivalence entre un cours magistral, s'il est donné en ligne ou en présentiel, au niveau des résultats, on a des éléments concordants. Si on mélange un peu de présentiel et de e-learning, ça semble mieux que si on fait que du présentiel ou que du e-learning. Il y a des aspects comme ça qui apparaissent dans la littérature. Mais là aussi, il ne faut pas généraliser, ça dépend des thématiques que l'on a à traiter. Ça dépend évidemment de la grandeur de la thématique aussi à traiter, c'est-à-dire si on a un champ très large ou très restreint. Donc là aussi, pour les professionnels, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont avoir une sorte de recette de cuisine en disant bah voilà, je vais suivre la checklist de l'HAS, je vais monter le programme e-learning, puis j'irai au guichet du DPC pour chercher les sous. Nous, on essaye vraiment de donner des objectifs en disant en fonction de votre objectif, en fonction de votre programme et de ce que vous cherchez à faire, bah, il faut que vous dimensionnez votre projet e-learning à la bonne échelle. Donc ça, c'est un des enjeux importants dans l'implémentation, si on utilise le terme vraiment notre jargon en tout cas, dans la diffusion et le fait de faire rentrer ce programme sur le terrain. On sait que ce guide, ce guide sur le terrain, on sait que ce guide va être vraiment attendu. Dès que on dit qu'il y a un guide e-learning, j'ai automatiquement 10 personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, vous ne pouvez pas me le donner en confidentiel, je vous donne ma carte de visite ». Donc si vous voulez, même au début, on n'a pas trop osé l'annoncer parce qu'on savait qu'on allait avoir beaucoup de demandes de ce type-là. Mais pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'inciter les gens à avoir une vision d'un programme et de sa construction pour les aider à se professionnaliser. Essayer de travailler aussi ensemble, de ne pas réinventer la roue. Et ça, il faut tirer un coup de chapeau à ce que vous faites ici, c'est-à-dire de réunir les gens, d'échanger, de vous permettre de bénéficier de l'expérience de chacun. C'est très important. En France, on est très créatif, mais on est très individuel parfois. Ce qui fait que les gens inventent des choses individuellement, mais d'autres personnes l'ont déjà fait avant eux, et on gagnerait beaucoup de temps à échanger pour pouvoir progresser. On voit les MOOC, etc. qui apparaissent, ce sont des collaborations, ils sont déjà dans une autre dimension, ces personnes-là. Donc si vous rentrez, vous, dans des projets, collaborez évidemment assez rapidement avec des groupes qui sont en place. Après, évidemment, dans le développement du e-learning, pour nous, on veut absolument mettre en place de l'évaluation dans ces pratiques au quotidien. C'est vrai que simplement faire un audit clinique une fois par an sur son dossier ou sur, je sais pas, la prescription ou un suivi de patient... Bon, c'est bien de le faire une fois par an, puis de dire voilà, ça marche pas bien, il faut que je me réorganise, il faut que je me forme, etc. C'est intéressant, mais c'est pas non plus très productif en termes d'efficacité derrière. Alors, il y a des actions aussi nationales où on dit qu'il faut mettre l'accent sur tel et tel aspect. Bon, l'argent ira probablement, quand on voit comment le DPC évolue au niveau législatif, il y aura probablement maintenant des thématiques plus restreintes où le financement sera fléché. Mais pour vous, il va falloir aussi imaginer quelque chose de très dynamique pour améliorer la pratique du professionnel et suivre cette amélioration dans le temps. C'est-à-dire que quand le programme arrive, ce n'est pas simplement de l'apport cognitif, on doit avoir détecté des difficultés qu'a le professionnel ou des écarts entre la pratique idéale et sa pratique réelle, essayer d'y remédier à travers le programme e-learning, suivre à 3 mois si cette amélioration est effective, s'il a pu résoudre en tout cas des problèmes identifiés, et puis que ça soit intégré dans sa pratique courante. Et du coup, comme la thématique est sur les objets mobiles, c'est vrai qu'on imagine maintenant des programmes où il y a des paramètres qui seraient suivis plus facilement, que le professionnel aussi pourrait être alerté, où il pourrait enregistrer au fil de l'eau certains paramètres pour pouvoir les évaluer à 3 ou 6 mois, ce qui permettrait de faire des programmes e-learning qui sont vraiment échelonnés dans le temps et pas simplement 3 sessions pendant une semaine, et puis on n'en parle plus, on a fait son obligation et l'année prochaine c'est bon.
Pour nous, évidemment, à l'HS, on a une démarche vraiment dans ce sens-là. On n'a pas une démarche administrative où on vient chercher un cachet sur la fesse gauche pour pouvoir dire je viens toucher mon argent ou j'ai fait mon obligation d'obligation de e-learning ou de formation continue ou de DPC. On veut vraiment inciter les professionnels à intégrer ça dans la pratique courante. Et ce que l'on voit apparaître maintenant avec le N-Job Training ou toutes ces approches qui sont maintenant aussi en train de se mettre sur le terrain, c'est vrai que c'est des choses qui vont émerger très rapidement. Nous, on est toujours un peu en retard par rapport surtout sur ce sujet-là. Donc il va falloir aussi que vous ayez ça en perspective et pas simplement penser, dire tiens, j'ai des diaporamas PowerPoint, comment on les convertit en Flash pour que ça soit sur Internet. Déjà, vous savez qu'en HTML5, ça passe pas. Donc vous allez vous retrouver aussi décalé par rapport à la demande. Donc pensez aussi à cette implémentation dans le temps. Merci, on reviendra peut-être là-dessus. Donc, Alice Mangenet, Elsevier Masson, éditeur traditionnel dans le domaine, est en train d'évoluer non seulement sur des e-books, mais aussi sur une offre e-learning. Donc, je crois que vous avez mené une enquête sur le DPC, le professionnel paramédical. Donc, peut-être rappelez-nous quelques résultats de l'enquête et puis comment votre démarche de formation et d'offre pour les médecins et paramédicaux, ça se... Merci beaucoup déjà de nous donner la parole aujourd'hui. Donc Elsevier, éditeur scientifique, médical de par le monde, mène en Europe depuis 2 années consécutives un baromètre auprès des médecins et depuis 2014 auprès des infirmiers également, et interroge les praticiens et les personnels de santé sur leurs expériences mais aussi leurs attentes en termes de formation. Donc c'est un baromètre qui est mené sur 4 pays en Europe, dont fait partie la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Alors quelques petits résultats qui vont sans doute modérer l'appétence pour l'innovation en termes d'e-learning, parce que les usages ne sont pas si innovants que ça. Alors d'abord, on a mené cette enquête via un organisme indépendant auprès de 517 personnels, enfin panélistes, que ce soit des médecins et des infirmiers, exerçant majoritairement en établissement de santé. Ça, c'est important de le préciser. Donc 10 minutes en ligne sur 4 pays européens. Alors déjà, 70% des panélistes qui ont suivi une ou plusieurs formations en 2014 l'ont fait en e-learning. Alors ça, c'est une donnée intéressante. Mais c'est une moyenne. En France, seuls 40%. Voilà. Ensuite, sur la satisfaction, je vais faire un zoom sur les résultats e-learning, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La satisfaction moyenne par rapport au e-learning est de 3,8 sur 5, ce qui est globalement satisfaisant, encore que nous pouvons faire des efforts. Enfin, sur les thématiques. Alors, on se forme à quoi, sur quoi en e-learning ? Alors, ce qui revient en premier sont les thématiques autour du traitement et du diagnostic. Alors, on a interrogé sur les problématiques métiers, uniquement liées à l'expertise et pas les champs transverses tels que la bureautique, l'informatique et les langues. Et ensuite, les nouvelles procédures, les nouvelles techniques de soins. Alors là où ça devient intéressant, c'est quand on interroge sur les modalités e-learning. Qu'est-ce que c'est que le e-learning pour les 517 panélistes qu'on a interrogés? Alors, ce qui remonte en premier, c'est le blended. Donc c'est le mixte. Donc ça va dans le bon sens. C'est bien, c'est intéressant. Ensuite, en modalité e-learning pure, la modalité numéro 1, c'est le PowerPoint. La modalité numéro 2, c'est les tests. Alors là, soupir de soulagement, parce que le test est une donnée extrêmement importante dans l'apprentissage en ligne, notamment au regard de l'évaluation. La lecture, alors la lecture d'articles et les vidéos. Arrive en dernier, assez en bout de chaîne, tout ce qui est notion de communauté d'apprentissage en ligne, donc les wikis, les blogs, voilà. La simulation, et enfin les classes virtuelles. On les interrogeait sur l'évaluation. Alors comment s'évalue-t-on en e-learning? Je m'évalue, je m'auto-évalue. Très peu d'interventions tuteurs, extrêmement peu d'interventions tuteurs. Ensuite, quelle serait votre préférence en termes de modalité e-learning? Alors encore une fois, c'était 10 minutes en ligne, donc il faudrait travailler un peu plus le panel pour avoir du quali. Les tests, la lecture et les vidéos.
Le tutorat, non. Les communautés, je pense que le panel ne sait pas ce que c'est qu'une communauté d'apprentissage, hein, donc il faut vraiment modérer ces résultats. Et enfin, la webconférence arrive assez loin dans la liste également. Alors, l'avenir de la formation pour vous, praticiens. Alors, une très bonne nouvelle, c'est, sur ces 2 années consécutives, c'est j'ai besoin de me former et j'aurai besoin de me former encore plus à l'avenir. Maintenant, une deuxième question, c'est mais comment ? Comment allez-vous vous former ? Le comment, c'est en spontané, encore une fois, bien évidemment, c'est dans le numérique que ça va se jouer. Et pourquoi ? Pour des raisons de temps, de disponibilité, on le sait tous. Alors, chez les médecins, il y a quelque chose qui remonte de façon très visible, c'est je veux pouvoir me former chez moi, pas sur mon temps de travail. Et enfin, pour des raisons économiques, c'est-à-dire que les panélistes nous ont clairement affirmé qu'ils pensaient que les budgets de formation de leurs établissements, formation continue, allaient décroître dans les prochaines années, parce que le contexte est économique très tendu, et que de ce fait, le e-learning est une des solutions les plus, qui émergera le plus. Voilà. Enfin, on leur a aussi posé la question, mais où allez-vous chercher la formation ? Pour les infirmiers, c'est au sein de leur établissement, une grande majorité. Pour les médecins, en revanche, c'est au sein de ma société savante, au sein de mon établissement, mais ça arrive assez loin, et puis au sein de ma revue. Bon, là, on n'a pas mis le nom Elsevier, encore une fois, hein, ça a été conduit... je crois qu'ils confondent un peu FMC, DPC, enfin bon, on leur a pas posé les termes très techniques. Hein. Voilà, donc ça c'est quelques chiffres. Je pense que rien n'est très saillant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un phénomène de rupture. Il y a quelques différences en termes de maturité. L'Espagne est plus mature que la France, mais ça, l'Espagne réglementairement a reconnu le e-learning comme un outil de formation médicale continue depuis très longtemps, et c'est pas que sur la médecine et le soin. Les Anglais se forment beaucoup en ligne, mais les Anglais se forment 4 fois plus que les Français, tous secteurs confondus, pour un budget 4 fois moindre. Donc forcément, il y a du e-learning quelque part. Voilà. Alors, vous vous posez sans doute la question pourquoi Elsevier va interroger des médecins et des infirmiers sur leurs attentes et leur expérience en termes de formation continue. Alors, Elsevier, d'abord, mène depuis longtemps déjà des expériences de formation continue, initiale aussi, mais surtout continue, notamment aux États-Unis et en Asie, via un système d'apprentissage qui est très cadré en fait dans ces régions-là. On gagne des points et quand on lit un article ou quand on va sur Science Direct ou sur Clinical Key ou sur une revue Elsevier, ensuite on clique sur un bouton et on tombe sur un système de questionnaire qui est plutôt de l'ordre du questionnaire cognitif. Hein, ça, je me tourne vers vous pour les recos méthodologiques de la HAS. Et puis en Asie, sur une plateforme e-learning destinée aux infirmiers, on a 40 000 professionnels de soins qui se testent, qui lisent, qui se testent, qui regardent des vidéos, qui font des cas cliniques, etc. Donc on a une espèce de massif. En France, Elsevier a décidé de se positionner sur ce marché-là depuis 1 an, et avec un positionnement qui n'est pas celui d'être organisme de formation continue pour les médecins ou les infirmiers. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes ni établissement de santé, ni société savante. Nous ne sommes pas praticiens non plus. En revanche, nous sommes des éditeurs, donc nous sommes des prestataires de services pour ces organismes de formation. Donc on propose des services, on propose une solution e-learning qui s'appuie sur 3 éléments clés. Un, c'est sur la mise à disposition de nos contenus qui sont extrêmement granularisés, très souvent interactifs, plusieurs milliers de questionnaires de cas cliniques, d'arbres décisionnels qui sont déjà médiatisés, hein, liés à des références de type article et les recommandations, puisque nous publions les recommandations des sociétés savantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on met à la disposition de nos partenaires organismes de formation des savoir-faire. Un savoir-faire éditorial,
pédagogique et technologique. C'est-à-dire qu'on accompagne à la conception, à la diffusion et au pilotage de la formation. Et enfin, bien évidemment, il y a le socle technique, mais le socle technique est loin de tout faire. On a effectivement un système LMS et LCMS qui permet d'intégrer, concevoir, intégrer et diffuser ces contenus, notamment en lien avec les recommandations HES. Alors, peut-être je réagis. Terminer, peut-être après. Ouais, on est sur la notion de parcours, on n'est pas sur la notion de module, ça c'est clair. Enfin, pour moi, le module, là, c'est 12 ans que je suis dans le e-learning, c'est fini, je pense. Donc voilà, le parcours, c'est sur 6 mois. On est sur un niveau 3 de Kirkpatrick. Donc on trace. Les résultats sont discutés par les comités scientifiques des sociétés savantes, ça je peux vous le dire. Donc voilà. Et on a hâte d'avoir le guide de la HES sur le e-learning. Ok, merci beaucoup pour ces informations. Alors, je crois qu'effectivement, on a vu là les dispositifs e-learning. Donc aujourd'hui, on a vu l'importance de former les professionnels de santé non seulement avec des solutions e-learning, mais aussi à des compétences numériques. Donc les deux intervenants suivants vont surtout nous présenter effectivement comment aujourd'hui, alors peut-être deux axes un peu prioritaires effectivement dans les compétences numériques. D'une part, ce qui est de la messagerie sécurisée. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse, puisque la DGOS souhaite que fin 2015, tous les professionnels de santé soient formés à la messagerie sécurisée. Donc la ZIP, et donc nous avons invité Julien Canquetot qui va nous présenter comment la ZIP Santé, qui a développé l'application MS Santé, va pouvoir effectivement accompagner les professionnels pour se former à la messagerie sécurisée. On lance... Juste avant, peut-être en introduction, et pour rappeler un peu le constat, la messagerie, je pense que tout le monde sait ce que c'est, on l'utilise quotidiennement, donc l'enjeu n'était pas un enjeu d'apprentissage fort sur la messagerie, mais bien de faire prendre conscience que la donnée de santé n'est pas une donnée qui peut être échangée de façon futile et sur messagerie non sécurisée. Que des messageries sécurisées aujourd'hui, elles existent, il y en a quelques-unes. En revanche, avec le constat qui est fait qu'elles ne sont pas interopérables, c'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas entre elles et qu'elles sont très souvent très régionales et très micro-centrées sur des bassins de santé. Et donc la coordination des soins, parce que l'enjeu est bien là, n'est pas forcément optimisée. Donc les pouvoirs publics ont missionné la ZIP Santé pour faire deux choses. La première, c'est de construire un espace de confiance commun de messagerie sécurisée de santé. Alors là, on peut peut-être relancer la diapositive, le film, et ensuite on... En ville et à l'hôpital, c'est MS Santé, un système de messagerie sécurisée conçu pour tous les professionnels de santé. Utiliser une messagerie MS Santé, c'est choisir un espace de confiance réservé aux professionnels de santé, c'est protéger la confidentialité des données de tous les patients, c'est garantir la responsabilité professionnelle grâce à la traçabilité des échanges, quel que soit le mode d'exercice, à l'hôpital, en cabinet ou en déplacement. Grâce à MS Santé, le professionnel de santé reçoit rapidement par mail les comptes rendus et les résultats d'examen de ses patients. Grâce à l'annuaire MS Santé, il trouve facilement les coordonnées de ses correspondants. Enfin, grâce à MS Santé, le professionnel de santé passe moins de temps à préparer, scanner et classer ses courriers et peut consacrer plus de temps à ses patients. Pour tous les professionnels de santé, MS Santé simplifie, sécurise et modernise leurs pratiques. MS Santé, la garantie d'échanger en toute confiance. Tout ceci en fait pour répondre à la question comment échanger les données de santé de façon sécurisée aujourd'hui. Donc pour revenir sur le missionnement de la ZIP Santé, donc c'était de construire cet espace de confiance, et c'est la diapositive juste après, de construire cet espace de confiance où de multiples opérateurs peuvent proposer des solutions de messagerie sécurisée.
Pour faire le parallèle, aujourd'hui, vous avez Orange, vous avez Wanadoo, vous avez Hotmail, vous avez tout ça. L'objectif, demain, il est bien de proposer cette même étendue d'offres, seulement de le restreindre à un périmètre sécurisé et réservé aux professionnels de santé. Et la ZIP Santé avait aussi une deuxième mission qui était de construire un premier service, c'est-à-dire d'amorcer les usages, de proposer un premier service de messagerie sécurisée. Donc on a fait pour le compte des ordres professionnels et avec les ordres professionnels pour initier les usages. La DGOS a envoyé une circulaire il y a quelques jours aux établissements de santé pour leur demander effectivement de proposer un service, de se mettre en conformité avec les exigences de MS Santé pour utiliser une messagerie sécurisée dans le cadre des échanges de données de santé. La ZIP Santé a alors donc conçu un dispositif d'accompagnement. Alors je vais parler plus d'accompagnement que de formation, puisqu'on est sur un service simple, hein, la messagerie tout le monde connaît, on sait se servir d'une boîte mail, mais un dispositif d'accompagnement, et c'est la slide juste après, pour tous les établissements de santé. Donc ce dispositif d'accompagnement, il va regrouper un accompagnement à la fois organisationnel, puisque c'est avant tout et dans un établissement un projet organisationnel, hein, la mise en place d'une messagerie sécurisée avant d'être un projet technique, mais il va également être un accompagnement technique et ensuite un accompagnement sur le développement des usages qui est fait par la suite. Donc aujourd'hui un établissement de santé peut s'inscrire sur le site établissement.mssanté.fr. On l'invitera à participer à une web formation. Alors c'est sur un format d'1 heure et c'est un format interactif, hein. On n'est pas dans une formation descendante, on est bien sur rappeler quels sont déjà aujourd'hui, quel est le contexte des messageries, pourquoi on a mis en place des messageries, et finalement comment essayer d'expliquer aux établissements quel est finalement l'accompagnement que va proposer la ZIP Santé. Pendant cette période-là, on va dire de cadrage et de préparation du projet de l'établissement, on va très régulièrement les appeler, faire un point sur le dispositif avec eux, répondre à leurs questions s'ils en ont. Et dès lors que l'établissement se sent prêt à entrer dans la démarche MS Santé et à mettre en place une messagerie sécurisée de santé dans l'établissement, à ce moment-là, ils vont signer une lettre d'engagement avec nous et le, entre guillemets, second palier du dispositif d'accompagnement va pouvoir avoir lieu. Et c'est la slide qui est juste après. Et donc cet accompagnement, et j'en reviens à ce que je disais, hein, il est d'ordre, c'est un accompagnement technique, hein, c'est un accompagnement marketing, puisque c'est très bien de se mettre en conformité, que l'établissement puisse proposer une messagerie sécurisée, mais enfin, si derrière il n'y a personne pour utiliser une messagerie sécurisée de santé, si les professionnels de santé libéraux autour dans le bassin de santé de l'établissement ne sont pas en capacité de pouvoir échanger avec l'établissement, il n'y a pas de réel intérêt. Donc on va vraiment accompagner l'établissement à promouvoir finalement la messagerie sécurisée auprès des professionnels de santé libéraux. Et puis un accompagnement, on le disait, organisationnel. J'insiste beaucoup sur le fait que finalement, la messagerie c'est très simple, mais dans les usages, c'est tellement simple que finalement, la notion de sécurisation des données de santé n'est pas une notion évidente pour tout le monde. Aujourd'hui, on utilise son smartphone, et c'est un constat qui est fait, hein, les professionnels de santé aujourd'hui utilisent leur smartphone, leurs adresses mail classiques qu'on utilise tous pour échanger la donnée de santé. C'est pas une critique, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif, j'ai envie de dire, que propose la ZIP Santé, qui est un dispositif sur 3 à 6 mois, hein, selon la taille de l'établissement, et qui permet de se mettre en conformité et de proposer un service de messagerie sécurisée dans un établissement de santé. Et pour conclure, comme je le disais, l'établissement de santé, effectivement, c'est la cible prioritaire, puisque c'est aujourd'hui les établissements les plus gros fournisseurs de contenu, hein, mais ça n'a pas de sens si en face il n'y a pas de professionnels de santé pour échanger avec eux. Et donc, et c'est la dernière diapositive, on a mis en place un premier service de messagerie gratuit, hein, pour le compte des ordres professionnels, et on a proposé
on a proposé à ces professionnels de santé-là quelques petits dispositifs de tutoriels pour justement déjà faire la pédagogie de la messagerie sécurisée, hein, pourquoi on fait ça, et pourquoi c'est nécessaire de le faire, et ensuite comment on se sert de la messagerie sécurisée proposée par les ordres. Alors vous allez me dire, c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit, que la messagerie c'est simple, pourquoi proposer des tutoriels ? Parce que, et pour le cas de la messagerie des ordres, la notion de... On sécurise, donc c'est une messagerie sécurisée, donc qui nécessite un certain dispositif de sécurisation d'accès aux messageries, et donc par le biais de la carte CPS, sans rentrer dans des détails, hein, vous avez toutes les informations sur le site tutoriel.mssanté.fr. Mais donc il a fallu voilà, en sécurisant, on rajoute un peu de complexité, c'est vrai, et la complexité, ça s'accompagne, et donc c'est au travers de ces vidéos et de ces petits supports de formation, hein, alors avec des guillemets, je vais mettre formation parce qu'on est vraiment sur des petits tutoriels, des petites vidéos d'utilisation. On fait la pédagogie de MS Santé, de l'accès avec une carte sécurisée, etc., etc. Parfait. Alors, je pense que vous allez tous noter l'adresse. Et donc, cette adresse-là, vous pouvez accéder effectivement à ces tutoriels et vous en servir surtout aussi pour les formateurs qui sont là à donner aux étudiants, et pourquoi pas intégrer ça dans une des unités d'enseignement à venir. Voilà, donc peut-être toujours dans le cadre effectivement de l'appropriation de compétences dans le domaine de la e-santé, on va proposer à Lydie Canipel, secrétaire générale de l'Antel, de nous expliquer un petit peu comment l'Antel, qui est un acteur historique dans le domaine de la télémédecine, et notamment avec Pierre Simon, que tout le monde connaît maintenant, comment l'offre de formation s'est mise en place et comment ça se développait à l'Antel. Merci Lisette. Bien, alors comment l'offre de formation s'est développée à l'Antel ? En fait, on a fait un constat... Quand vous regardez l'Antel, on va prendre l'historique de la SFT Antel, société savante donc française de télémédecine. Qui est dans cette société savante, j'allais dire, tous les acteurs de la télémédecine, avec tous les acteurs qui, j'allais dire, historiquement étaient des pionniers dans les projets de télémédecine. Donc des constats sont venus très très vite de se dire, mais pour mener à bien un projet de télémédecine, qu'est-ce qui nous a manqué, nous pionniers, de quoi avons-nous souffert en quelque sorte ? À partir de là, on a fait d'autres constats. Toute société savante a une mission de formation aux recommandations dans, j'allais dire, la spécialité. Quand vous avez une spécialité, une pathologie, non pas que ce soit simple, mais c'est quand même beaucoup plus simple que lorsque vous représentez 13 pathologies. À l'heure d'aujourd'hui, la SFT Antel représente 13 pathologies médicales, mais aussi paramédicales, et bien sûr aussi représente les industriels et les autorités de santé à travers tous les documents, recommandations, etc. Puisqu'en tant que société savante, on se doit de former à toutes ces recommandations. On a, comme toujours aussi, quand on est dans une nouvelle sphère, eh bien, on a des gens perdus en face de nous, qui ont de belles idées, qui ont envie de monter des projets et qui, au bout du compte, ne savent pas quel sein se vouer, ni ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans le décret pour la plupart du temps. Alors après, quand on leur dit « mais il y a une recommandation de l'HAS à tel endroit, il y a un référentiel de la ZIP à l'autre endroit, il y a un référentiel de la NAP à un autre endroit », c'est la grande brasse, il faut dire, à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'un de nos rôles dans nos formations, c'est on a essayé de répondre, j'allais dire, à toutes ces questions. On a essayé d'y répondre comment ? De façon le plus pédagogique possible, donc en 3 temps. Le premier temps, c'était une formation théorique, qui est la formation de tout projet de télémédecine, car n'oubliez pas qu'un projet de télémédecine n'est pas un projet de mettre au monde un outil, mais le projet de télémédecine, c'est de former des professionnels de santé, un industriel qui va créer un outil qui doit répondre à un besoin de santé, et parfois les ARS, les GCS qui viennent se former, de répondre à un besoin de soigner des patients.
On n'a pas refait le monde avec la télémédecine, ça c'est un message qu'on essaie de passer à longueur d'année. On n'a pas refait le monde, c'est un acte médical que nos médecins et nos infirmiers font depuis des millénaires et qui font très bien. On a une des meilleures médecines cliniciennes au monde en France, il ne faut pas l'oublier, l'un des meilleurs systèmes de santé qui permet aussi de le faire dans des conditions tout à fait agréables, très certainement. Et l'acte de télémédecine, c'est la même chose, mais comment bien le faire et continuer à avoir cette excellence, mais à distance. Et bien sûr, grâce à des outils, mais ces outils, ils ne sont là qu'au service, j'allais dire, du soin. Donc, comment faire passer tous ces messages? Donc, on l'a pensé, j'allais dire, en 3 temps, en se calquant, puisque nous avons eu la reconnaissance de l'OGDPC, en nous calquant, j'allais dire, sur les étapes de l'OGDPC. La première étape, pour nous, c'est d'acquérir des connaissances de base. C'est quoi le décret? C'est quoi le référentiel ici de la ZIP? C'est quoi le référentiel de la NAP qui va nous aider à autre chose? C'est quoi, comment monter un projet médical avec le référentiel de l'HAS? Et c'est d'essayer de leur faire approprier, mais de façon simple. Et quelles que soient nos origines, c'est-à-dire, j'insiste bien, nos industriels ont autant besoin de cette formation que nos soignants et autant que les GCS ou les ARS. Donc on a des groupes qui sont hétérogènes, qui échangent entre eux et qui se retrouvent pour se former, pour mener à bien quoi? Un projet médical et mettre en place du soin. La deuxième étape, c'est de partir dans ces fameuses spécialités. Parce qu'on le veuille ou non, le parcours du patient en téléradiologie n'est pas le parcours du patient dans l'insuffisance cardiaque. Donc il y a des spécialités et il y a déjà des bons exemples sur lesquels on peut faire réfléchir des étudiants, enfin des participants, je les rajeunis, je les mets étudiants, des étudiants, et on les met autour de la table pour qu'ensemble, ils réfléchissent à ces projets pionniers, quelles ont été les forces, quelles ont été les faiblesses, quels ont été les écueils. Je peux vous assurer, tous les jours, j'ai des ARS qui me disent « j'ai des outils, ils sont dans le placard, je ne comprends pas pourquoi les professionnels de santé ne s'en servent pas ». Mais tout simplement, c'est des outils qui ont été montés sans professionnels de santé et du coup ne répondent pas à un besoin de santé, ne répondent pas à l'acte médical. Et c'est triste parce que c'est beaucoup d'argent et en plus, ils pourraient peut-être être utiles. Donc, je trouve ça toujours très utile. Donc, la deuxième étape, on l'applique à des cas concrets. Et la troisième étape, on laisse toujours plusieurs mois, les étudiants repartent sur le terrain et ils préparent une présentation eux-mêmes de leur propre projet médical. Et bien sûr, un projet médical n'appartient pas qu'aux médecins. Bien sûr, il y a toujours un médecin pionnier qui a pensé la chose, j'allais dire, au départ, mais il ne peut se construire qu'entre tous les acteurs. Et de trouver entre professionnels de santé et entre l'industriel ce langage commun qui va faire que demain, l'outil répondra aux besoins et le besoin pourra enfin être exprimé et appliqué et réussi, j'allais dire, sur le terrain par les professionnels de santé. Dernièrement, j'ai conclu dessus, on m'a posé dans un congrès de ce type, un journaliste me dit « Madame, dites-moi comment est l'infirmière 2.0, etc. » Je l'ai regardé, j'ai souri et j'ai répondu « Monsieur, c'est exactement la même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans et qu'il y aura dans 100 ans. C'est une infirmière qui aime son métier, qui a de l'empathie pour ses patients, qui a une tête bien faite parce qu'elle a été bien formée à la pathologie et puis qui vit avec son temps et qui se sert des outils actuels. C'est tout. L'exemple que je donne toujours aussi, c'est le cardiologue. Le jour où on lui a donné un stéthoscope, il n'a pas fait un autre métier. Il a mieux entendu notre cœur et du coup, il a préservé notre santé et il a fait que ses patients vivent mieux. Mais c'est tout. Démystifions cette télémédecine, revenons aux fondamentaux, formons les gens à l'acte médical, formons-les à bien soigner et formons-les bien sûr à côté à bien se servir des outils qui permettent de relier ce parcours de soins et de faire que chaque acteur trouve sa place. Une des vertus réellement d'un projet de télémédecine, c'est de faire monter en compétences et de former les acteurs, et à tous les niveaux. Merci. Alors... Ok, alors les outils mobiles, comment ils vont contribuer justement à enrichir à la fois les connaissances, mais peut-être aussi accompagner dans le quotidien le professionnel de santé pour qu'il puisse se former en travaillant. Bonjour à tous.
Je m'appelle Guillaume Marchand, je suis médecin psychiatre et j'ai fondé une start-up qui s'appelle DMD Santé avec des collègues. On identifie les applications qui sortent sur les stores des smartphones en France, puis on les catégorise et on les évalue avec des confrères et des patients. Donc encore une fois, c'est l'usager final qui donne le sens ou non à l'outil. Voilà, alors maintenant que vous savez qui je suis, Lisette m'a posé une super question. C'était quelle est la place des applications mobiles de santé dans la formation médicale, dans la formation initiale et continue des professionnels de santé? Je suis désolé, mais la réponse c'est la dernière. C'est très clairement la dernière. Déjà parce qu'il y a très peu d'offres identifiées. Finalement, c'est la question que je me suis posée avant-hier, c'est quoi une application de formation initiale ou de formation continue? Finalement, est-ce que, je posais une question bête, mais quand je prends un dos rose et que je regarde finalement un dos rose récent, la prise en charge de la pyélonéphrite, est-ce que je ne suis pas en train de faire indirectement de la formation continue pour me maintenir à jour? Donc, mais ça peut être une vraie question qu'on se pose. Donc aujourd'hui, il y a un vrai déficit d'offres en langue française, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce qu'elle est extrêmement peu qualitative, et je vous rejoins sur le fait que certains industriels ont probablement lancé des applications qui ont été retirées des stores d'applications au cours des dernières années, puisque finalement elles ne rencontraient pas leur public, tout simplement parce qu'elles ne répondaient pas à un réel besoin. Alors, il y a néanmoins quelques applications dont j'aimerais vous parler. La première, c'est celle de... Alors, je vais surtout parler d'applications médicales, vous me pardonnerez ce biais. J'aimerais vous parler de Smartfiche. Smartfiche, ce sont deux confrères de Montpellier qui l'ont lancé il y a quelques années. Smartfiche répond à un besoin très simple. Quand vous préparez l'examen classant national en médecine, vous achetez plein de petits livres, vous achetez qu'on appelle souvent intermémo, et finalement vous pouvez avoir un cartable, on va dire, avec 15 petits formats A5, et alors vous pourriez tout avoir sur votre iPad ou votre smartphone. Donc le concept était finalement de numériser tout ça avec un comité de relecture derrière. J'aimerais vous parler aussi de CNI, qui est un quiz, encore une fois, pour le CN. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on est réellement dans la formation initiale? On est plutôt dans l'examen blanc, mais pour moi, on reste encore une fois de plus dans la formation initiale, puisque, et c'est ce que je vous dirai à la fin, je pense qu'il faut changer de paradigme. On peut parler d'iPansement, qui a gagné le trophée de l'application mobile de santé, alors pas au trophée de la semaine dernière, mais à ceux de l'an dernier. iPansement, c'est quelque chose finalement d'extrêmement simple. Vous êtes un infirmier, ou même un médecin, hein. Vous êtes à l'hôpital ou à domicile, et vous vous posez la question du choix du dispositif médical devant un type de plaie. Cette application répond à cette question toute simple. Qu'est-ce que je mets sur tel type de plaie? Donc voilà, quelque chose qui est plutôt, à mes yeux, dans la formation continue. Je vais être obligé de vous citer, hein, je ne vais pas faire trop de pub, mais voilà, bon, il y a toute la collection Elsevier qui est, je pense, largement plébiscitée par les gens qui font l'évaluation chez nous. Il y a aussi un nouveau type, parce que finalement, là, vous êtes probablement en train de vous dire, bon, il est très gentil, mais il est en train de me parler de livres numérisés. Finalement, où est l'évolution? Quel est l'apport réel du smartphone ou de la tablette, à part réduire le poids, finalement, ou le volume de votre bibliothèque dans votre bureau? Et ben voilà, il y a une nouvelle génération d'outils qui arrive. Je pensais à EduClick. EduClick, c'est plutôt quelque chose pour nos patients à la base. C'est une application faite par des pharmaciens qui est uniquement constituée de vidéos. Finalement, comment ça marche la ventoline la première fois qu'on vous en a présenté, comment ça marche un glucomètre, comment ça marche, enfin voilà, tout ce qui est finalement de l'ordre du dispositif médical qu'on doit utiliser. Et donc, moi je l'ai utilisé, parce que ça m'a permis de voir, n'ayant jamais, c'était à l'époque, utiliser le glucomètre, ça m'a permis de voir comment ça marchait. Mais c'est une question toute bête, mais finalement, un glucomètre, quand vous ne savez pas comment ça marche, vous ne savez pas comment ça marche. Donc voilà. Donc finalement, j'ai quand même peu d'exemples. Alors la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça sert à rien finalement ces outils? Parce que s'il n'y a pas d'offre, c'est peut-être qu'il n'y a pas de demande, qu'il n'y a pas de besoin, et donc il n'y a pas d'efficacité. Il y a pourtant des réels atouts à ces applications. La première, et je ne sais plus qui l'a dit parmi vous, c'est qu'il y a une volonté réelle de se former quand on veut, c'est-à-dire avec une unité de temps et de lieu qu'on maîtrise. C'est pas d'aller au CHU dans la salle de formation à 18h. Enfin, j'ai fait des formations de confrères au CHU de Rouen pour McKesson. Comme vous êtes un chirurgien et qu'à 16h30 on vous demande de venir 3 heures en salle de formation, on vous ampute d'un bout de votre vie et c'est intolérable. Donc voilà. La question du prix aussi, puisque finalement le développement de ces outils numériques est contenu. Et il offre en plus quelque chose que ne permet pas votre bibliothèque, qui est la mise à jour permanente.
mes livres de chez Elsevier ne viennent pas, vous venez pas me les changer dans ma bibliothèque. Par contre, mes applications se mettent à jour toutes seules la nuit en Wi-Fi quand je charge mon iPad. Et ça, c'est un réel intérêt, ça évite d'accumuler des livres. Je pense qu'on en a tous, avec marqué 2001, 2003, 2007, etc. Et finalement, on ne sait plus trop quoi en faire. Ça permet aussi d'incorporer, comme je vous disais, des vidéos. Et ça, je pense que c'est l'intérêt réel du smartphone et de la tablette. Personne ne lit 45 pages de PDF. Faut honnêtement lever la main dans la salle ceux qui attaquent 45 pages de PDF avec le sourire. Par contre, vous êtes tous prêts à regarder 10 minutes de vidéo sur un iPad avec vos écouteurs, même dans le métro en revenant du travail, pour vous former. Et puis, là où je voulais vous amener, et pour moi c'est le réel atout de ces outils, c'est la co-conception. Enfin, demain, je ne vais pas me lancer dans la rédaction d'un livre chez Elsevier, mais par contre, je peux me lancer probablement dans la réalisation d'une application ou me filmer pour faire de la formation continue ou passer mon expertise, par exemple en psychiatrie, auprès de confrères. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas valider le contenu, etc. Mais je pense que c'est un autre débat. Mais moi, avec mes moyens, aujourd'hui, je peux le faire très simplement. Tu confirmeras ? Voilà. Et donc, je pense qu'il est temps de changer de paradigme, et c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir participer à l'IFSI de Corbeil-Essonnes avec mesdames Dongli et Lizard, et puis il y a même 2 étudiants, Gaël et Dimitri, qui sont là aujourd'hui, à cette UE de formation. Parce que, et vous le disiez tout à l'heure, la première chose à faire, moi j'ai beaucoup de confrères qui me disent « mais c'est n'importe quoi les applis, tu perds ton temps, etc. » D'accord, tu en as téléchargé une ? Est-ce que tu en as utilisé une avant d'avoir un a priori, parce qu'on a tous un a priori négatif face au changement, très souvent. Allons dans le débat. Et par exemple, les étudiants, lundi, quand on a commencé, on a eu un court débat sur si je sors pansement devant un patient pour choisir son pansement, par exemple sur un ulcère à domicile, suis-je un mauvais infirmier ? Est-ce que je suis mauvais parce que je consulte une application mobile de santé pour être sûr que c'est bien des hydrocolloïdes qu'il faut mettre ? Et c'est marrant parce que vous n'étiez pas tous d'accord. En plus, il y en a qui disent non, c'est l'évolution et finalement ça participe à la qualité des soins que je prodigue à mon patient, et les autres, non, la grand-mère, elle est persuadée que de toute façon, je suis tellement nul que j'ai besoin de ça, et de toute façon, si demain, tout est dans mon smartphone, limite, pourquoi je ferais des études ? Il suffirait d'avoir le bon smartphone avec les bonnes applications, et on pourrait être infirmier. Non mais, je me fais l'avocat du diable volontairement, mais... Et donc voilà, je pense qu'il faut d'abord alimenter le débat, informer les gens sur l'existant, les former, c'est ce qu'on a commencé à faire à Corbeil-Essonnes, et je suis partant pour en faire dans d'autres IFSI, s'il y en a qui le souhaitent. Et puis, être dans la co-conception. Je pense que les meilleurs, et c'est le but de votre examen la semaine prochaine, il faudra penser à travailler, c'est d'être dans la création d'un projet. Comment vous avez appris vos cours ? Moi, je les ai appris de manière très simple. J'ai fait des fiches. J'ai fait une fiche. Puis j'ai fait la fiche de ma fiche. Et la fiche de ma fiche de ma fiche de ma fiche. Et finalement, peu importe. L'important, c'était que je trouvais un moyen ludique et concret de travailler pour assimiler du contenu. Et aujourd'hui, en 2015, est-ce qu'il faut encore faire des fiches ? Peut-être. Mais est-ce qu'en groupe, est-ce qu'en changeant de paradigme, en changeant de paradigme dans la formation initiale et continue, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se tourner vers des ateliers plutôt que de l'information descendante où les gens dorment pendant 2 heures, parce qu'on l'a tous fait aussi en cours, d'écouter quelqu'un qui fait un monologue. Non mais c'est vrai, il y a encore 2 ans j'étais en master et c'est vrai que des fois on dort. Et donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas monter des ateliers où les gens finalement, qui est l'usager cible, qui est l'étudiant, qui est l'infirmier, qui est le médecin, pourraient construire son outil, sa propre plateforme pour se former aujourd'hui et demain. Déjà évaluer. Commencer déjà à les évaluer. C'est Ok, alors je pense qu'on va rebondir un petit peu avec cette évolution, je dirais, des supports. Donc en termes de Serious Game, Jérôme, comment l'offre de formation se développe aussi, et comment Interaction Healthcare fait évoluer justement à la fois les technologies et les dispositifs de formation avec de plus en plus vers la simulation. Je me présente donc Jérôme Leleu, je dirige Interaction Healthcare. On est une société qui est spécialisée dans la e-santé, et nous faisons donc des outils qui utilisent les ressorts du jeu vidéo, ce qu'on appelle donc le Serious Game, et la simulation numérique. Donc le Serious Game est plutôt orienté vers les patients, vers le grand public, et la simulation numérique, on va plutôt être là dans une approche de formation professionnelle, qu'elle soit initiale ou continue. Et en introduction a été dit le mot éducation thérapeutique, et avant de rentrer dans un débat, ou tout du moins une précision sur l'aspect technologique, on parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup de digital, et nous, notre promesse en fait, c'est de comprendre un peu les innovations qui nous entourent, pour répondre précisément aux attentes des patients et des problèmes de santé. C'est-à-dire que la technologie, et je partage complètement ce qu'a dit Mme Canipel tout à l'heure, c'est que
c'est une évolution technologique, mais que la connaissance médicale, la connaissance ou l'envie d'apprendre est principale. Et donc cette partie technologique, elle doit bien sûr être accessible et elle doit permettre d'avoir un meilleur contact. Le deuxième point, c'est qu'on entend souvent ce côté numérique qui peut peut-être déshumaniser la relation entre le patient et le médecin. Et au contraire, quand vous évoquez la partie éducation thérapeutique, ça peut être un lien extrêmement important. On a formé depuis plusieurs années, et à fin octobre 2014, on avait plus de 14 000 professionnels de santé qui avaient utilisé nos solutions dans le monde pour se former. C'est souvent aussi une question qu'on nous pose, est-ce que c'est de l'innovation? Alors je vois l'enquête qui a été faite en disant que la simulation était encore très légère, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de développement extrêmement important, mais il y a eu ces 14 000 professionnels de santé. Et une de retour, c'est de dire, mais cette formation que j'ai pu avoir, en termes de simulation, en termes d'outils 3D et autres, qui sont extrêmement efficaces, si je tourne l'écran et je le passe à mon patient, peut-être que je vais lui permettre de mieux comprendre sa pathologie et peut-être l'action qui va être réalisée. Donc je pense que cette partie digitale, cette partie numérique, en termes de serious game et de simulation, c'est déjà une meilleure compréhension entre le patient et le professionnel de santé. Alors sans entrer dans la partie technique, parce que vous verrez que quand on parle de simulation, on peut faire une analogie avec le domaine de l'aéronautique. Il y a 40 ou 50 ans, beaucoup de pilotes se sont formés et continuent à se former sur un avion. Et si on suit les recommandations de la HAS, qui a publié un rapport en début 2012 sur une recommandation qui est tout à fait logique et pertinente, qui est jamais la première fois sur le patient. Je pense que si vous prenez un vol avec un pilote qui vous dit « je suis très heureux de faire ce premier vol avec vous, c'est la première fois que je serai seul », je ne suis pas sûr que les sourires que je peux entendre sera sur votre visage. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette approche de simuler l'acte médical dans une configuration qui permet le droit à l'erreur, puisque quand on se forme, l'erreur est un schéma pédagogique important, et donc il faut pouvoir intégrer cette démarche de simulation. Et puis il y a eu un sujet très important, on parle de co-conception, et c'est pour ça que même si on est très reconnu au niveau technologique, je le pondère de plus en plus, puisqu'on parle de co-conception, et que nos clients aujourd'hui, ce sont des acteurs privés, ce sont des acteurs publics, des centres de simulation, des organismes de formation. Et souvent, on nous pose la question, quand vous développez des serious games ou des outils de simulation pour les professionnels, vous êtes, entre guillemets, défini comme un organisme, par exemple, type DPC. Nous, aujourd'hui, on fournit une technologie qui doit permettre à des personnes qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent, excusez-moi, la partie médicale et pédagogique, en s'appuyant sur la technologie. Ça, c'est quand même un élément essentiel. Et puis, on parle beaucoup d'open innovation, de co-conception. Chez Interaction Healthcare, c'est comme cela que nous avons travaillé sur 2 projets collaboratifs, pour reprendre vos termes. Un premier qui s'appelle Medicactive, qui est une sorte de bibliothèque de cas cliniques qui va permettre de répertorier l'ensemble des formations. Par rapport bien sûr aux aires thérapeutiques, mais aussi par rapport au profil du professionnel et au niveau international. Donc là c'est parfait parce que vous allez, comme une sorte de store, avoir accès à ces types d'informations. Et puis en travaillant avec les professionnels de santé, on a échangé aussi avec les savantes, on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels de santé voulaient créer leur propre outil pédagogique. Et quand j'entends que la simulation est le dernier, c'est normal. Nous, lorsqu'on développe des outils qui vont intégrer un avatar en 3D extrêmement, précis, c'est de la technologie qui coûte encore assez cher. Je peux rentrer dans des détails assez précis. Des cas cliniques aujourd'hui, ça va être entre 30 et 100 000 euros pour pouvoir les développer. C'est évident que un IFSI et autres, pour avoir 50 ou 100 000 euros de budget de formation, c'est des choses qui sont assez complexes. Et donc on a fait pendant 6 mois en fait une interview dans des colloques, dans des symposiums, en disant comment vous voyez votre formation, comment vous l'utilisez. Et cette image du professionnel de santé technophobe qui ne veut pas du tout d'outils numériques est complètement faux. Au contraire, il a envie. Par contre, ça doit être pertinent d'un point de vue médical, ça doit être pertinent d'un point de vue pédagogique et bien sûr accessible au niveau financier. Et lorsqu'on a interrogé, on a pu voir en fait des besoins, par exemple, d'interroger un patient virtuel, donc ce fameux avatar que j'évoquais tout à l'heure, mais pas par un clavier ou de manière assez, on va dire, itérative, mais lui poser des questions. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Donc là, on commence à rentrer dans le champ de l'intelligence artificielle et autres, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable, chez Interaction Healthcare,
On est 35 collaborateurs aujourd'hui, mais de faire tous ces points-là. Et donc, on a fait un projet collaboratif qui s'appelle Passion Genesis, que nous faisons avec le CNRS, pour pouvoir en faire un agent conversationnel qui va permettre de pouvoir interagir, de créer vous-même votre avatar. Et donc, si vous avez une pathologie qui, dans le diabète, va être différente que si c'est l'acromégalie ou d'autres pathologies, et surtout faites par des équipes médicales et pédagogiques. Et donc on a beaucoup de contacts aujourd'hui avec des IFSI qui nous disent nous on est très intéressés à utiliser ce type de dispositif. Donc ça c'est déjà une première approche de dire il faut que ce soit des outils qui répondent aux besoins pédagogiques et médicaux. Et puis ensuite Guillaume parlait de changement de paradigme. Il y a aussi l'aspect économique que je vous évoquais tout à l'heure. On est en train de changer un peu l'approche également en disant, si vous êtes en capacité de créer vous-même votre contenu, un peu comme sur des applications mobiles que je vais diffuser sur des stores, j'ai un modèle où 70% de mes revenus sur les stores, qu'ils soient Apple ou Google, 70% des revenus me reviennent en tant qu'éditeur et 30% pour la plateforme. Passion Genesis est dans cette même approche qui est de dire, si moi je crée un cas clinique, un outil de simulation dans la spécialité qui est la mienne, je vais pouvoir la publier et avoir en fait des modèles économiques qui vont me permettre d'accéder de manière beaucoup plus large. Donc ça veut dire que ce n'est plus 50 ou 100 000 euros, mais quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros pour un centre de formation, pour un IFSI, où là, j'irais mécaniquement et en termes économiques, ce sera beaucoup plus simple de l'intégrer dans leur processus de formation. Donc c'est mettre au cœur des acteurs qui maîtrisent ce contenu médical et pédagogique pour pouvoir le rendre, disponible à tous. Et ça, c'est, je pense, à mon avis, la partie la plus importante. La technologie, vous pourrez le voir sur le stand d'interaction healthcare, c'est important, mais l'essentiel, c'est est-ce que c'est pertinent dans mon apprentissage pédagogique et dans celui de l'approche médicale au service du professionnel et du patient. Merci beaucoup. Donc après ce tour de table fort intéressant, je vous propose des questions. Donc vous avez la parole. Peut-être vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Je suis Vincent Attalin, je suis médecin à Montpellier et donc j'ai présenté hier notre projet qui s'appelle Avitam, qui est un carnet de santé intelligent. Donc effectivement, j'ai un conflit d'intérêt dans cette question, mais il faut l'afficher. C'est extrêmement important. Alors ma question, elle est pour Alice Maugenet, que je vous connaissais pas. La question, c'est que vous avez posé la question à des médecins, vous leur avez posé la question, quand est-ce que vous voulez vous former? Et l'une des possibilités, c'est ce que j'ai compris, peut-être que j'ai pas dit la bonne question. La possibilité, c'est vous pouvez vous former pendant vos consultations, c'est-à-dire vous mettez de côté vos consultations et vous vous formez pendant votre temps de travail. La deuxième possibilité, c'est... Moi, je préférerais faire ça en e-learning parce que je suis chez moi, je suis tranquille et je ne prends pas sur mon temps de travail. Mais est-ce qu'il y avait la possibilité qu'ils répondent « J'ai mon patient devant moi et on me propose de me former pendant que je consulte ». C'est Avitam, ça. Et c'est Avitam. Parce que finalement, c'est ça, on voit, les questions sont souvent orientées par rapport au panel qui existe, mais voilà, on est sur des modèles innovants. Alors, je vais répondre tout à fait honnêtement à votre question. Il n'y avait pas cette possibilité-là. En revanche, il y avait la mention « autre » précisée. Donc, il y avait une ouverture. Après, là, ce que vous définissez là, c'est le on-the-job training. Hein, c'est la formation la meilleure qui soit. L'activité et l'exercice est la meilleure façon de se former, et c'est clair. Maintenant, toute la question, c'est comment on trace, comment on évalue et comment on harmonise et on organise tout ça. Parce qu'on se forme tous les jours sur notre lieu de travail, enfin j'espère qu'on a la chance de le faire. Moi, j'estime avoir un peu la chance de le faire, c'est déjà pas mal. Via de la lecture, bien évidemment, via le patient, bien évidemment, via un échange comme aujourd'hui où sur un stand, on discute de MOOC en se disant « hop, 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 où allons-nous » Donc oui. Mais après, la vraie question, de la part notamment d'un prestataire e-learning, c'est, ou digital learning, quel que soit le mot, c'est comment on harmonise, comment on intègre tous ces grains d'apprentissage, ces situations d'apprentissage dans un système d'évaluation propre, conforme avec une réglementation qui peut être très dure, et les aspects, enfin l'expectative de la HAS sur un niveau 3 de Kirkpatrick, c'est très fort. Hein. Je pense que c'est le seul secteur d'activité en France où il y a ce niveau-là en exigence. Voilà.
faudra intégrer l'évaluation dans Vitam. Oui, non, mais effectivement, et c'est pour ça que j'aimerais discuter après avec notre responsable de la HAS, mais justement, comment adapter les projets innovants comme ça. Nous, quand on a dû faire pareil avec le Conseil de l'Ordre, on leur a dit, voilà ce qu'on vous présente, mais nous, on s'adapte à vous. Et nous, on aimerait proposer ça, c'est que, ok, on a quelque chose d'innovant, mais il faut, dans le domaine de la médecine, il ne faut pas dépasser les bornes, et on veut les suivre. Donc, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on puisse discuter ensuite. Rendez-vous. Merci. Moi, j'aurais une petite question à poser quand même à monsieur, ce qui est comment vous organisez le patient là-dedans? Parce que je suis patient, je viens en consultation pour soigner une pathologie qui m'angoisse tous les jours, et je vais être face à un médecin pas formé, puisqu'il a besoin de moi pour se former. Je caricature. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je provoque. Hein. Et donc, je me sens encore un peu plus insécurisée, j'allais dire quelque part. Donc, je pense que ça se prépare. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement défini notre produit. C'est qu'on a un carnet de santé intelligent où les patients peuvent préparer les consultations à l'avance quand ils sont chez eux. On a des explications, ils vont remplir des questionnaires qui sont des questionnaires validés scientifiquement, et une fois arrivés en consultation, on en fait une synthèse au médecin avec des feux rouges, orange, verts, avec justement les recommandations de bonne pratique en fonction de ces éléments-là. Et donc c'est pour ça qu'on veut créer, mais on veut rester dans les clous. Lydie, tu regarderas à Vitam la vidéo. Et puis tu iras voir, et puis on va peut-être prendre d'autres questions. Il y en a une là, une là-bas, et là-bas. Je crois que madame avait levé la main, et puis monsieur après, de l'autre côté. Bonjour Catherine Cunat, je suis cadre de santé aux Hospices Civils de Lyon, cadre supérieur, et je voulais poser une question à monsieur Canto de la ZIP Santé. Quel lien faites-vous entre ZEPRA et la messagerie sécurisée ? Est-ce qu'il y a un lien entre ZEPRA et la messagerie sécurisée? Il y aura à terme. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur MS Santé. L'objectif n'est pas d'arriver avec un système de messagerie sécurisé, et on pourra en parler parce que du coup on va pas parler de formation, mais on pourra en parler si vous voulez juste après. Mais l'objectif n'était pas d'arriver avec un cadre et de dire c'est une messagerie et voilà, il n'y a rien d'autre. L'objectif est bien d'accompagner tout le monde, qu'il soit établissement. Alors là, on a fait le focus aujourd'hui sur l'accompagnement des établissements, mais on accompagne également les industriels à entrer dans cet espace de confiance. Donc quand vous dites lien, aujourd'hui il n'y a pas de lien direct, mais à terme il est bien d'uniformiser tous ces dispositifs-là dans un seul et même espace de confiance. Mais on pourra, si vous voulez, aller plus en détail sur le cas ZEPRA tout à l'heure. Bonjour, moi je me présente, je suis médecin aussi. Je finis l'internat, je passe ma thèse, je travaille aussi à la Pitié-Salpêtrière dans le service de maladies infectieuses. J'ai plusieurs questions, je suis aussi entrepreneur et j'ai quelques questions aussi. Parce que moi, par rapport j'ai vu la présentation de Avitam hier. Moi j'ai créé un moteur de recherche justement pour les conférences de consensus, mais aussi des outils dans la pratique de la médecine générale, qui s'appelle Tous un Doc, que j'ai présenté à 2 congrès nationaux de médecine, et donc du coup, qui répond un peu à cette problématique. Quand on est devant un patient, on a besoin d'informations, et du coup, des fois, on va pas taper sur Google parce qu'on n'aura pas l'information tout de suite, et donc c'est pour répondre à cette problématique que j'avais créé initialement Tools and Docs. Et donc la question que je voulais poser, un peu, j'ai oublié le nom par rapport à la formation de nous les médecins, c'est que, et pour reprendre aussi la question de mon collègue, c'était que nous, par exemple, moi je sais que des fois, par exemple, quand on veut faire la formation continue, on doit arrêter de travailler, prendre une journée et aller à la formation continue, ce qui est des fois un peu compliqué à gérer du point de vue organisationnel. Et je voulais savoir dans quel domaine, comment est-ce qu'on peut gérer la formation de nous en tant que professionnels de santé, en sachant que des fois, nous, on a besoin donc, du coup, des cas cliniques, effectivement, mais aussi de documents. Et dans quelle mesure Elsevier, peut-être, par exemple, peut proposer une réponse à ça? Je n'ai pas le droit de vendre. C'est une très bonne question parce que c'est la question qu'on se pose en tant qu'éditeur de contenu. Comment est-ce qu'on donne accès à du contenu de très grande qualité? Donc ça, c'est notre métier d'éditeur de contenu. Comment est-ce qu'en parallèle, on forme
on donne accès à des contenus de formation, mais pour former, il faut évaluer. Donc dans quel cadre on va donner, comment on va tracer l'accès à ce contenu, comment est-ce qu'on va évaluer l'impact du contenu sur la pratique, parce que c'est ce qu'on nous demande finalement. Donc c'est une question qu'on se pose. Et on a décidé d'être très pragmatique. Notre métier d'origine, c'est éditer du contenu scientifique et médical. Un autre métier, qui est en complémentarité de ce premier métier, c'est la formation, parce que, je ne sais pas, vous, en tant que praticien, vous avez l'impression de vous former et de mettre à jour vos connaissances en lisant des articles, ou en lisant, ou en participant à des cas cliniques, etc. Donc il y a déjà cette culture d'apprentissage avec Elsevier. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va permettre, et encore une fois, nous ne sommes que prestataires, à l'organisme de formation ou au praticien lui-même d'évaluer les impacts de cette connaissance mise à jour sur sa pratique au sein de son établissement, et des recommandations d'établissement, des recommandations de sa société savante, des recommandations de... Bref. Et c'est là toute la question. D'où des solutions techno, des plateformes d'évaluation qui font... Alors au Canada, on fait beaucoup de tests de concordance de script en ligne, par exemple. Là, en France, on a lancé qu'un système d'audit, mais il marche très bien. Et quand on voit 500 praticiens sur un an qui auditent leur pratique sur N patients 3 fois sur une même recommandation, je veux dire, ça donne de la réflexion. C'est-à-dire que la société savante, derrière, elle se pose des questions sur les critères. Donc, on tâte le terrain, on n'a pas la bonne réponse, parce que je pense que c'est tout l'intérêt de la chose aussi. On a aussi de la littérature, et je pense que ce serait intéressant qu'on échange sur les littératures. Il y a beaucoup de littérature anglo-saxonne, et qui, notamment américaine, qui dit voilà, le CME, donc Continuous Medical Education, est une partie de l'évaluation de la qualité. Donc c'est comme ça que ça se passe dans un hôpital aux États-Unis. La formation, c'est pas la formation, ça participe à l'évaluation de la qualité au sein d'un établissement. Voilà, il y a l'evidence-based learning aussi. Alors, donc on est en cours. D'accord. Bonjour, Dominique Jacovenco, je suis infirmier libéral. À l'Est, dans le Gard, j'ai présenté hier le parcours de soins coordonné en éducation thérapeutique avec un logiciel d'éducation thérapeutique qui est interopérable. Et donc, nous, on est tout à fait d'accord d'utiliser la MSS. On peut, c'est prévu. On est DMP opérable, mais actuellement... on assure une télétransmission d'informations sécurisée entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les infirmiers. Et sur notre bassin alésien, tous les médecins, qui soient hospitaliers ou généralistes, sont à ApiCrypt. Donc on a mis notre logiciel adapté à ApiCrypt. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir entre ApiCrypt et la messagerie sécurisée de santé. Et juste un point... comme les infirmiers libéraux ont un rôle de coordination très important, notre URPS infirmier a investi dans l'embauche temporaire de 2 personnes pour mettre tous les infirmiers libéraux du Languedoc-Roussillon à la messagerie sécurisée de santé. Voilà. Bon, du coup, j'étais pas là hier, je connais pas votre offre, mais on pourra en rediscuter. Finalement, je vais faire la même réponse. Peut-être pour... la même réponse pour ApiCrypt que j'ai fait tout à l'heure, c'est ApiCrypt, dès lors MS Santé, l'espace de confiance, en tout cas ce qu'on a appelé l'espace de confiance MS Santé, finalement, si je schématise, c'est un cadre. C'est un cadre dans lequel toutes les messageries existantes peuvent entrer, sous réserve de se mettre en conformité, qu'elles soient réglementaires, juridiques, etc. Mais ce n'est qu'un cadre. Donc dès lors que ApiCrypt souhaite proposer et rentrer dans ce cadre MS Santé, il peut le faire. La seule chose que je peux vous dire, parce que du coup je ne travaille pas pour ApiCrypt, c'est qu'ils sont en train de se mettre en conformité pour rentrer dans cet espace de confiance. Après, le calendrier de déploiement de leur service, c'est plutôt à eux qu'il faut le poser. Mais voilà, ça n'est pas... c'est un espace de confiance certes fermé, mais dans lequel tous les opérateurs aujourd'hui professionnels, qui en tout cas proposent des services de messagerie, peuvent entrer et se mettre en conformité de façon à ce que demain vous puissiez proposer un service avec votre application MS Santé entre guillemets compatible et qui puisse communiquer avec les messageries d'ApiCrypt qui seront, dès lors qu'elles seront MS Santé compatibles, en conformité et pourront échanger, interopérables. Nous allons prendre une dernière question, s'il vous plaît. Ah voilà, il me semblait que j'avais vu.
Alors, c'est une fausse question, hein. Patrick Lemaire, l'Université de Rouen. C'était pour répondre surtout à des demandes concernant les formations, puisque l'université n'est pas spécialisée dans l'édition, mais dans la formation. Et pour tous ces besoins de formation, la plupart du temps, dans les universités, nous proposons des diplômes universitaires, et qui sont des diplômes de formation continue, et qui répondent à des besoins. Alors, je pense surtout à l'Université de Rouen, on a développé un diplôme universitaire sur la gériatrie, donc c'est très ciblé. Et pour répondre justement aux problématiques de la temporalité, enfin le temps disponible pour les praticiens, et bien justement ces dispositifs qui sont proposés à distance permettent de répondre en tout cas le plus largement possible à ces besoins de formation. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les universités dont c'est le métier entre guillemets pour tous vos besoins en formation. Oui. Alors peut-être effectivement, alors je vais peut-être garder mon rôle d'animateur pour faire une brève synthèse et surtout conclure cette table ronde. Alors certains intervenants sont encore là sur la pause du déjeuner, donc certains vous pourrez les rencontrer sur les stands aussi. Est-ce que Jérôme, tu pourras un moment éventuellement proposer une démo ou... Oui. Ouais. Oui, vous pourrez voir là sur le stand, l'aspect plus représentation, et puis sur la partie Passion Genesis, que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, où je vous ai parlé du CNRS, mais il y avait également le CHU d'Angers. Quand on parle de produits de santé, c'est important de les mettre au cœur, Vidal également, et puis on a aussi une start-up, puisque la co-conception, c'est aussi avec des PME innovantes. Voilà, donc je vous invite surtout à poursuivre cette réflexion sur à la fois la nécessité d'avoir un cadre par rapport au développement du e-learning. Ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose effectivement qui s'inscrit dans un projet qui se fait en équipe le plus souvent. C'est un projet effectivement qui est tout à fait adapté pour développer des compétences dans le domaine du numérique, parce que par expérience, je dirais, on se forme au numérique par les outils numériques, et je pense que plus on se développe avec ces outils, plus on sera prêt pour la e-santé et à passer à des services de e-santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des innovations, telles que vous en avez vu là. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas notre colloque, vous avez d'autres innovations ailleurs. En tous les cas, je pense que ça sera intéressant que vous puissiez développer. Donc sur notre site, vous avez beaucoup de références aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc vous avez le moteur de recherche qui vous permet d'avoir beaucoup de choses existantes. Donc je crois qu'aujourd'hui, il existe déjà une certaine offre de formation. Donc commençons à regarder ce qui se fait pour ne pas réinventer la poudre et profiter effectivement et rebondir sur des expériences et surtout se mettre en réseau avec, alors je pense que ce colloque vous y invite fortement, mais vous mettre en réseau et contacter des équipes qui ont déjà travaillé là-dessus pour pouvoir mutualiser de plus en plus le travail. Et je crois que si on ne profite pas des outils qui nous sont aujourd'hui accessibles pour mutualiser, échanger sur nos pratiques, on loupera le coche. Donc je crois qu'une évolution dans le paradigme de la formation, c'est on n'a pas chacun ses petits classeurs, ses petites choses qu'on protège, mais au contraire, c'est la mutualisation. Donc, je vous invite bien au-delà de ce colloque, et je suis ravie que chaque année, ce colloque mette en relation des innovations, des porteurs de projets avec d'autres, et que le réseau se tisse petit à petit. Donc, restez nombreux encore cet après-midi, puisque vous allez avoir une 4e session où des projets de formation continue seront présentés. Alors, des projets de formation initiale et continue au début, et puis des projets de formation continue. Donc, bon appétit à tous, et merci encore à nos intervenants qu'on peut applaudir.